Bonjour et bienvenue à tous. Concernant le 28 septembre 2009, permettez-moi de vous expliquer un peu comment le 28 septembre m'a trouvé. Je commencerai d'abord par ma prise de fonction après ma nomination le 5 septembre, plutôt le 5 janvier 2009, pendant que je me trouvais en Haïti comme superviseur national de la police judiciaire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Arrivé en Guinée, j'ai pris fonction et par la suite, j'ai fait un état des lieux. Monsieur le Président, sur le serment que je viens de prêter, la gendarmerie nationale, le 5 janvier 2009, ne possédait pas un seul véhicule. A plus forte raison, les autres matériels. Par contre, le personnel réel qui était sur le terrain était à des endroits très vieillissants et d'autres nouvellement recrutés très jeunes. Je vous garantis que lorsque je suis arrivé à la devanture de l'état-major de la gendarmerie, c'est un de mes promotionnaires que j'ai trouvé comme étant une sentinelle. Il était sous-lieutenant. Moi, je venais de passer au grade de commandant. Je ne prononce pas son nom, mais je l'ai demandé, c'est toi qui es sentinelle ici. Il n'y a pas d'élève gendarme, il n'y a pas de gendarme stagiaire, il n'y a pas de mari-chef, d'adjudant-chef. Il dit, mon commandant, si vous voyez que je suis là, c'est parce que toutes ces couches-là n'existent pas. Je dis, bon, tu déposes l'arme et je t'affecte tout de suite comme commandant de brigade. Un sous-lieutenant ne peut pas faire la sentinelle. Je le dis, c'est pour vous expliquer un peu comment la situation était. Heureusement, puisque la gendarmerie était en train d'aller vers la mort, heureusement, comme je l'ai dit, il y avait à Kaléa, centre d'instruction de la gendarmerie, des élèves gendarmes qui ont été recrutés lorsque j'étais en Haïti, donc en 2008. En connivence et en accord avec les autorités à l'époque, nous avons décidé de les sortir de cette école rapidement pour répondre à l'appel des unités qui devaient être les unités de gendarmerie. De quoi s'agissait-il? Premièrement, à l'état des lieux, on s'est rendu compte que puisqu'il n'y avait aucun sous-officier, les unités d'intervention qui pouvaient être celles en charge du maintien de l'ordre ne pouvaient regorger que des jeunes. Donc les trois vieux escadrons que la Guinée... Les choses avant que je ne rentre dans les affaires du 28 septembre, il est opportun et important de vous dire, Monsieur le Président, qu'un escadron de gendarmerie mobile compte 120 bonhommes. Les 120 bonhommes sont repartis en 4 pelotons. Et chaque peloton a au moins 30 bonhommes. Donc, si vous avez pour un escadron 3 pick-up, ça veut dire qu'en cas d'événement, vous ne pouvez transporter que 30 bonhommes sur les 120. Et puisque leur nom l'indique, c'est des éléments qui sont très mobiles sur le terrain. Il est à Ouandara, tu l'appelles. À Dixine, il bondit, il vient. Il est à Kaloum, tu l'appelles. À Ratoma, il bondit, il arrive. Mais là où il faut avoir une dizaine de pick-up, si vous n'avez que 3 pick-up, dites-vous que vous ne pouvez entraîner dans vos manœuvres, dans vos opérations, que 30 bonhommes. Le reste, c'est vous qui savez comment vous allez en faire. Mais c'est ça la réalité.
Ensuite, le matériel opérationnel, les casques, les boucliers, les bâtons de protection et tant d'autres matériels étaient pratiquement inexistants. Mais il fallait commencer à se débrouiller par ce qui est déjà obtenu. Ce qui était déjà obtenu, ce sont ces quelques pick-up et la structure qui est déjà opérationnelle sur l'ensemble du territoire. Les choses pouvaient évoluer progressivement. De l'autre côté, l'état-major de la gendarmerie nationale, jusqu'à mon arrivée, relevait directement du chef d'état-major général des armées. C'est-à-dire, de 1965 jusqu'en 2011, a priori, avec la réforme du secteur, la gendarmerie était un membre de l'armée de façon entière. Un seul exemple que je vais vous donner, j'ai oublié de vous dire que je suis général de corps d'armée de 2e section à la retraite. Deux semaines avant le 28 septembre 2009, des rumeurs avaient commencé à circuler. Quand je dis rumeurs, de façon totale, pour dire que le président Dadis a l'intention de se présenter aux élections si et si seulement les élections étaient organisées. Et que la société civile, les partis politiques et tant d'autres ne voudraient pas de cela. Et que si cela se faisait, il n'y a pas de raison qu'il n'y aurait pas de manifestation sur l'ensemble du territoire. Alors, jusqu'au 26, même dans les téléphones, notamment de Orange, on vous envoie des messages. Vous avez un numéro Orange, vous trouvez le 28 septembre, il y a marche, vaille que vaille. Pas de solution parce que la jeune veut se présenter candidat. Moi, personnellement, le 27, j'ai reçu un appel du chef d'état-major général des armées en personne. Mais bien sûr, après avoir fait, je crois, un message, et je n'avais pas vu le message, il m'a appelé pour me dire, est-ce que vous êtes au courant que nous avons une réunion? Il y a un message qui est parti. J'ai dit non, je ne suis pas au courant. Donc, on se retrouve au camp Alpha à telle heure pour la réunion, la dite réunion. Je me suis rendu à mon entendement à l'heure. Nous avons partagé, parce qu'il ne faut pas simplement se limiter à dire, bon, on est venu à une réunion, on a donné des instructions. Mais on fait un partage d'informations. Excusez-moi, Monsieur le Président. Ça fait longtemps que je ne parle pas à haute voix. Ça n'a rien à voir avec le stress, c'est le café que je prends peut-être de trop. Ça va me donner une leçon. On vous comprend. Alors, Monsieur le Président, nous avons partagé des informations. Moi-même, j'ai pris la parole pour dire devant nos collègues que cette situation doit intéresser tout le monde. Parce que les gens, à ce que je comprenne, avec les différents messages que j'ai vus, les gens vont sortir. Donc, les autres aussi, chacun a donné son avis. Et au chef d'état-major général des armées de dire, écoutez, j'ai reçu des instructions, je vous passe les instructions. Pour que chacun d'entre vous, dans sa position, prenne ses dispositions pour ne pas qu'on dise qu'il n'a pas été informé. À rappeler que, autour du chef d'état-major général des armées, nous tenions souvent des réunions
des réunions à caractère opérationnel sur la gestion des frontières, sur la gestion de certains problèmes, n'est-ce pas, des grandes localités du pays, dans toutes les régions. Et c'est comme ça, il donnait l'avis du commandement et lui-même son avis personnel basé sur ce que le commandement a donné. Donc, finalement, il a dit tout le monde dans les casernes, sauf la gendarmerie et la police. La gendarmerie et la police détiennent des unités opérationnelles qui sont traditionnellement en charge du maintien et du rétablissement de l'ordre public. On a essayé d'un peu comprendre, partant des réalités de nos unités, par rapport aux moyens conventionnels, mais le temps ne permettait plus de dire à un ministre ou à un chef d'état-major général des armées, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Le temps ne convenait plus. Beaucoup d'entre nous d'ailleurs, ne pensaient pas que ces manifestations-là allaient avoir lieu. C'est ainsi que il a été dit que la gendarmerie et la police vont se charger, pour un premier temps, de refuser les regroupements, donc d'empêcher les regroupements, et pour un deuxième temps, de disperser dans la mesure des moyens. J'ai quitté les lieux avec ces instructions et je me suis retrouvé à l'état-major de la gendarmerie. Je reviens pour dire que l'état-major de la gendarmerie relevait expressément de l'état-major général des armées. Si aujourd'hui on dit haut commandant, haut commandement, c'est au bénéfice des réformes. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui faisaient passer la gendarmerie sous la coupe directe de l'armée, mais qui n'amenaient pas le chef d'état-major ou le haut commandant de la gendarmerie de prendre des dispositions idoines. Parce que se sentant coincé, alors que la gendarmerie est un corps transversal. Pour faire le maintien d'ordre, s'il faut demander le chef d'état-major général des armées, qui s'occupe de la défense opérationnelle du territoire, pendant que le ministre de l'administration du territoire et ses démembrements existent, les gouverneurs, les préfets, les maires, les sous-préfets, etc., etc. Ça, c'est venu après. Mais en ce moment-là, vous n'avez rien à faire si le chef d'état-major général des armées n'est pas informé. Ça, c'est une réalité crue qu'il faut assumer. Donc, j'arrive, je monte ce qu'on appelle un PC, un poste de commandement, au niveau de l'état-major. Le poste de commandement s'est retrouvé en même temps que la salle de réunion du chef d'état-major. Et puisqu'il y a une crise qui est annoncée, il fermait la salle de réunion et ouvrit dans la même salle le poste de commandement. Le poste de commandement, pourquoi le poste de commandement? Parce qu'un chef d'état-major qui s'assoit dans son bureau, qui dit « toi va là, toi va là, toi va là, toi va là », a moins de chances que ses ordres soient mieux exécutés. En ce sens que mieux vaut l'adhésion consciente des chefs qui sont sur le terrain, des troupes qu'ils commandent, que de les amener à des obligations fortuites, ne tenant pas compte de leur réalité. Donc on a choisi un certain nombre, dans la région spéciale de Conakry, d'officiers accrédités pour venir monter ce poste. Premier rôle pour le poste, c'était de concevoir un plan d'opération conformément aux instructions reçues. Parce que le plan d'opération, vous ne pouvez pas le monter en dehors des instructions que les chefs ont données. Sinon, en ce moment, vous faites ce que vous voulez. Ce qui a été fait. Lorsqu'on a fini avec le plan d'opération, on a réuni tous les chefs de Conakry. Les 6 escadrons
leur commandant adjoint et chargé d'opération, les 3 escadrons départementaux, leurs commandants adjoints et chefs d'opération. Tous se sont retrouvés dans les environs de 16h, 17h, n'est-ce pas, à l'état-major. Sous ma responsabilité, nous avons établi un plan que nous avions appelé le plan d'opération. Ce plan d'opération a consisté à donner la situation générale du pays, ensuite la situation particulière du 27 qui tend vers le 28. Et conséquemment, on a décidé de dégager tous les moyens humains que nous avions. C'est pourquoi nous avons mis sur place 2 dispositifs distincts, mais qui se croisent à des endroits. Le dispositif des escadrons départementaux, qui sont des unités en charge de la police administrative et des fois de la police judiciaire, sans compter du renseignement. Donc ces gens ne peuvent pas réellement opérer lorsqu'on jette des cailloux ou lorsqu'on frappe sur un gendarme. Ils n'ont pas de possibilité sans que les escadrons ne les apportent secours. Par contre, ils peuvent dissuader. Donc, ceux-ci, on les a mis en position statique. Vous, là, cette zone, je ne sais pas si on vous a montré le plan d'opération. Le plan d'opération a été versé au dossier lorsque j'étais devant le juge instructeur. Je ne sais pas maintenant si ça continue à évoluer, mais ce plan d'opération, il datait du 27 septembre 2009. Donc, position statique pour les escadrons départementaux qui ne peuvent pas aller loin. Parce qu'à date, un escadron départemental a 150 bonhommes, mais pour un pick-up. Donc, même s'ils doivent faire une patrouille légère dans leur rayon, ils ne feront la patrouille légère qu'avec maximum 10 bonhommes. Alors, quant aux escadrons mobiles, par escadron, je crois, on avait entre 2 mobiles, véhicules, qui pouvaient tourner autour des positions statiques, mais aussi aller loin. S'ils apprennent, on les appelle pour dire qu'il y a un regroupement quelque part, aller loin pour aller disperser. Ce dispositif, Monsieur le Président, a été effectivement monté sur l'ensemble des 5 communes. Le 28 septembre, à 5 h du matin, tout le monde était en place. Moi-même, je suis sorti, je suis parti vérifier, parce que, 1, j'avais un personnel ancien vieillissant, 2, j'avais un personnel jeune, tout neuf, qui n'avait pas encore reçu toutes les formations requises. Parmi ces jeunes, vous avez beaucoup d'entre eux qui sont autour de vous actuellement. Il y a même, je crois, certains qui sont capitaines, commandants, etc. Parce que la formation, on n'a pas blagué avec. Mais en ce moment-là, le 28 septembre, très sincèrement, il fallait que je sorte avec une équipe, 2 véhicules, mon véhicule de commandement et un véhicule d'opération, pour aller voir les positions. On est parti jusque vers Dubrika, jusque vers Koya, pour voir si réellement les commandants d'unité ont fait sortir les gens. Je me suis rendu compte que les gens sont effectivement sortis. Et j'étais dans les positions. C'est quand j'ai quitté, on a commencé à nous appeler pour dire « Ah, il y a ceci, il y a cela, ça ne va pas ». Donc, je suis venu au niveau de l'escadron de Hamdallah. Je viens trouver un déferlement de l'axe, disons, Koza, Bametou, Hamdallah, au rond-point. Un autre déferlement de l'axe Koneboui, Hamdallah. Et un 3e déferlement de l'axe, comment on appelle ça, Taouya, Hamdallah. Le rond-point était inondé de manifestants.
Sur le champ, j'ai commencé à changer d'avis par rapport au plan d'opération. Parce que déjà, les éléments que j'ai trouvés, le regroupement que j'ai trouvé à Amdalaï, ne protégeait pas les enfants qui étaient là, qui n'avaient pas de casque, qui n'avaient pas de bouclier. Je ne parle même pas de gaz lacrymogène. Parce que c'est une arme. Il y a autre interprétation qu'on peut faire de ça. Mais la protection d'abord du personnel, c'est là-bas moi-même. J'ai ordonné. Malheureusement, le commandant est là à la retraite. J'étais dans mon véhicule, j'ai dit de bloquer. Parce que le reste du monde qui est en train d'arriver, s'il vous trouve ici, vous n'êtes que peut-être 60 ou 65 personnes, parce qu'on avait sorti dans chaque escadron des éléments qui faisaient les patrouilles ailleurs. Donc ce n'est plus le même effectif qui est là. J'ai dit, puisque vous avez une cour, ouvrez, rentrez là-dedans. Vous ne pouvez rien contre ceci. Et je me demande quel est le personnel que je dispose ailleurs, que je vais, n'est-ce pas, enlever, pour utiliser les termes vraiment très simples, le dispositif que je vais enlever, pour que l'on vienne vous renforcer ici. Et j'ai dit au commandant Bakaï, je te garantis que si vous jetez même une pierre ici, non seulement vous allez périr, mais en plus, vous allez faire du mal. Parce qu'il n'y a pas de raison. Quand les gens se bousculent, tu n'es pas blessé à plus forte raison des morts. Ce qui a été fait devant moi, de faire entrer le personnel à l'intérieur de la cour de l'escadron. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.